Nous sommes le jeudi 11 septembre, ici Dingue Julien, et voici votre bulletin d'information régionale, Info, CJSR. Claude Duplan, maire de Saint-Raymond, sera des nôtres pour parler de divers dossiers qui touchent sa ville. Le parc industriel de Chambord-Gonzile bénéficie des services d'un conseiller scientifique en chef, Younes Behra. Saint-Alban a maintenant son terrain de mini-potin inclusif. On en parle avec Denis Lépine, maire, et la responsable Stéphanie Coallier. Et finalement, on parle avec Vincent Caron du remaniement ministériel effectué par le gouvernement Legault ce mercredi. Bonne émission tout le monde! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Circulation, projet Saint-Joseph, élection municipale 2025. Ce sont des sujets que nous avons abordés dans une longue entrevue avec le maire de Saint-Raymond, Claude Duplan. Premièrement, comme c'était la première conversation avec lui depuis l'été, nous avons discuté de la saison estivale à Saint-Raymond. Voici un extrait. En fait, on a eu un été vraiment extraordinaire à Saint-Raymond. Tu parles du RAID, tu parles du Pont-Tessier, le marché. Il y a eu aussi d'autres événements comme le tournoi de balle, qui est organisé, où ils ramassent des fonds aussi. On vient de terminer le tournoi de deck hockey. À part toute la programmation qu'il y a eu cet été, pour les citoyens qui s'inscrivent et pour les citoyens qui veulent participer, c'est vraiment un été extraordinaire. Je me plais à dire... on m'a demandé à un moment donné, pourquoi, Claude, on ne refait pas la grosse bûche? Parce que la grosse bûche, c'est un rassemblement par année où les gens de l'extérieur, souvent descendants, qui étaient natifs de Saint-Raymond, puis on retrouvait la famille. Mais c'est parce que là, c'est à toutes les fins de semaine, pratiquement, qu'on a quelque chose qui procure des rassemblements. Quand, écoute, le Pont-Tessier, des soirs, là, à 800-900 personnes, ça rassemble du monde avec des spectacles d'envergure, pas juste des gens moins connus. On avait quand on fait venir Marilyn Thibert, Louis-Jean Cormier, des spectacles gratuits, qui aujourd'hui, Marilyn Thibert fait son spectacle à Montréal, puis il faut que tu payes pour aller le voir, le même spectacle qu'il est venu faire. Je trouve ça extraordinaire. Le Raid Bras du Nord, je ne sais pas si vous êtes venu cette fin de semaine le voir, le monde qui était là. Écoute, seulement qu'en coureurs, c'est pratiquement 900 coureurs. À part du vendredi qu'il y a eu l'organisation sportive avec les entreprises, un autre 200 coureurs. On dépasse le 1000 coureurs là, qui viennent passer une journée. C'est fantastique. Toujours dans mon entrevue avec Claude Duplan, nous avons parlé du projet Saint-Joseph. 174 logements projetés en plein centre-ville de Saint-Raymond aux abords de la rue Saint-Joseph sur l'ancien terrain de l'auberge La Bastide. Par le passé, Claude Duplan a mentionné qu'il y avait de la désinformation par rapport à ce projet. Je l'ai questionné. Dans le conseil de ville, pas donc du mois de septembre, mais du mois d'août, vous aviez parlé qu'il y a quand même de la désinformation suite à ce projet-là. En fait, il y a beaucoup de désinformation par rapport à ce projet-là. Il y a beaucoup d'inquiétudes. OK? Oui. Et les inquiétudes viennent... Puis là, je fais attention à ce que je dis, là, puis je ne veux pas froisser du monde. Pour moi, les inquiétudes ne viennent pas de gens de Saint-Raymond qui sont natifs de Saint-Raymond. Puis je veux faire attention. Je peux comprendre. C'est ceux qui viennent... Tu sais, le monsieur qui a fait la pétition, là, M. Martin,
OK, qui vient de l'extérieur, qui vient de Québec, qui est établi à Saint-Raymond, un Raymondois, puis je suis content, puis je le respecte autant qu'un Raymondois de souche, OK? Sauf que j'ai l'impression que la perception, des fois, qu'ils ont, c'est que les gens qui viennent de la ville, là, ils sont habitués à ne pas faire confiance à leurs politiciens, OK? Ils ont peur de se faire compter des menteries. Nous, ici à Saint-Raymond, là, les conseils de ville, là, c'est tout du monde natif de Saint-Raymond. On connaît notre monde à Saint-Raymond, puis on est amis avec tout le monde. OK? S'il y a une chose que tu ne fais pas quand tu es ami, puis quand tu viens de la place, c'est de compter des menteries à ton monde. OK? Oui. Fait que ce projet-là, il est parti d'information parce qu'on a donné de l'information. Écoutez, c'est rare, là. Je veux dire, dès qu'on a parti ce projet-là, on n'a pas attendu là, un an. Là. On a fait une consultation publique tout de 10 suite. décembre 2024. Tout de suite. Pour dire au monde, regardez ce qu'on a. On s'apprête à travailler. OK? Avant qu'il y ait des plans, avant qu'il y ait des ententes, on s'emprête, on est en train de travailler ce projet-là. OK? Quand on a fini de parler du projet, à la fin de Logement du Monde, puis êtes-vous d'accord avec ça ou pas? La majorité, on levait la main. Oui, oui, oui. On est d'accord avec ça, M. Duplain. Puis ça n'en prend parce que moi, mais que je quitte ma maison, c'est là que je veux aller. Je ne veux pas aller à l'Estacade. L'Estacade, c'est un autre genre. Avec plus de services, c'est le genre de loyer que je veux avoir. Puis on a les moyens de se payer ces logements-là. Le parc Alban Robitaille reste un enjeu important dans le dossier Saint-Joseph. Claude Duplain explique que malgré la partie du boisé qui sera enlevée, le parc sera agrandi et remodelé. La dame est affauchée parce qu'elle pensait qu'on perdrait le jeu d'eau pour les enfants. Non, on ne le rapetisse pas, le parc Alban Robitaille, on va l'agrandir. En pied carré, on va agrandir le parc Robitaille. Maintenant, on va partir de l'aréna, puis on va s'en aller avec une piste qui va s'en aller jusqu'à l'Estacade. On me parle de boisé, OK? Oui, je suis d'accord que c'est vrai, là où la raison... Les gens, les camps de jour... Une des citoyennes, là, m'a parlé, là, c'est le seul boisé qui reste à Saint-Raymond, à proximité dans le centre-ville. Oui. C'est vrai, OK? On ne le détruit pas tout, là, le boisé. Au contraire, lui aussi, il va en avoir plus grand. OK? Les arbres qu'il y a là présentement, il y en a la moitié qui sont en fin de vie. Il va falloir les couper. Ils ne seront plus là depuis 5 ans. Nous autres, c'est de planter des arbres immédiatement parce que ce boisé-là, de toute façon, dans le développement, il n'est pas coupé demain matin. Là. OK? Il est coupé quand le dernier 40 logements va se faire. OK? Il était planté en partie à cette place-là. OK? C'est là qu'on va couper les arbres, pas avant. On va avoir le temps de planter des arbres immédiatement pour prévoir que quand ça va se couper, il va y avoir des places de remplacement. On me parle que les professeurs y vont beaucoup. Peut-être. Je veux bien croire. OK? Si je ne suis pas allé 100 fois sur le site depuis que ça se parle, je suis pas allé une fois. OK? Jamais vu des enfants jouer dans la forêt. Toujours dans les modifications au parc Alban Robitaille, le terrain de baseball près de l'école Marguerite Diouville, qui sera déplacé au parc ponctuel, pourra servir un espace nature supplémentaire à proximité du parc. Oui. Terrain boisé, puis on va le garder aussi. Le pont-essier, le jeudi soir, les invités qu'on a là, il peut rentrer 800-900 personnes maximum. Oui. Mais des fois, on va avoir des gros événements, OK? Et ça, c'est Étienne qui m'en parle à la culture, puis il a raison. Quand on a des plus gros événements, là, on n'a plus de place, là, OK? Fait que là, le terrain de baseball pourra servir aussi à de plus grands événements quand on veut recevoir un spectacle de 1500 personnes, OK? Parce qu'on l'a déjà fait. Pendant la pandémie, on a organisé des spectacles là-bas, et ça a très bien fonctionné. Parce que vous savez que la scène, on est capable de déménager comme on veut. Ça, c'est fantastique. Il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a les toilettes. Mais mis à part ces organisations-là, je ne veux pas que le terrain le reste vague. Il faut qu'il puisse servir. Et tu vois, on en a parlé justement. On a un architecte urbaniste qui travaille avec nous autres, qui nous aide à planifier des classes écoles, là, où les jeunes peuvent sortir avec, je ne vais pas le dévoiler, quelque chose de bien spécial que les gens vont aimer. C'est pas une bâtisse, mais les gens sont à l'abri avec des écrans pour pouvoir faire des classes, des classes nature. Et ça va être comme une extension. Fait que le parc Alban Robitaille ne sera plus seulement que le parc Alban Robitaille. Il va y avoir l'espace jeu
parc Alban Robitaille, relaxation, aménagement de la piste, OK, avec des endroits pour pouvoir observer la rivière, s'assire, avec des petits coins pour pouvoir lire, s'assire tranquillement, prendre une marche. Ça s'en va jusqu'à l'estacade. Et le terrain de baseball, qui est un coin nature, classe nature, avec autre chose de spécial pour organiser la rivière, ça va faire un coin fantastique. Et là, comme on a de la misère à vendre ça aux gens parce qu'ils sont pas capables de visualiser, bien, on est en train de faire des plans là-dessus pour démontrer. On va faire des dessins pour regarder de quoi ça va avoir l'air. Et c'est ça qu'on va soumettre aux gens. Aimez-vous ça? À Saint-Raymond, plusieurs travaux routiers arriveront en même temps. D'ailleurs, c'est un peu commencé déjà avec des travaux sur la côte Joyeuse. Voici les explications de Claude Duplain. Nous, on avait un projet avec le MTQ pour refaire l'entrée de ville Grande Ligne. Okay? Oui. Ça fait longtemps que c'est cédulé. C'est cédulé pour environ au 1er septembre. Là, ça commence officiellement. Là, en fait, ils sont là aujourd'hui, mais ça commence, les gros travaux commencent officiellement là, lundi prochain, je pense. Ça, il y en a pour 10 semaines. Okay? Oui, sur la Grande Ligne. Sur la Grande Ligne. Et là, parallèlement à ça, ce que je viens de vous expliquer qu'il faut faire pour la Côte-Joyeuse. La Côte-Joyeuse, les travaux, c'est 3 semaines de forage, OK? Plus 2 à 3 jours maximum, mais on compte sur 2 jours. Ils nous ont dit qu'ils peuvent faire ça en 2 jours, de resurfaçage. Donc, dans les 3 prochaines semaines de nuit, ce sont les forages, OK? Oui. Donc, détour par la route des Pionniers ou à double sens. Après ces travaux-là, on va tomber dans un problème plus grave parce que ça ne sera pas de nuit, ça va être de jour. On va fermer la côte pendant 2-3 jours maximum. Okay? Et là, il y aura des tours complets par la route des Pionniers ou par la route Cochrane, en même temps qu'il y aura les travaux à la Grande Ligne. Oui. Là, on risque d'avoir... Là, c'est vrai qu'on va avoir du trafic dans le centre-ville. Et finalement, questionné sur les élections municipales, le conseil de Saint-Raymond subira de gros changements en raison de départ annoncés. On entend à nouveau, pour une dernière fois, le maire de Saint-Raymond. 4 conseillers qui partent. Écoute, je suis très content. Prochainement, il devrait y avoir 2 femmes qui vont officiellement donner leur candidature. Ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu de femmes au conseil municipal. Ça manque. Ça manque. Déjà, quand je me suis présenté en 21, je souhaitais qu'il y ait des femmes qui se présentent. J'avais contacté des femmes. Ça n'a pas fonctionné. Je ne comprenais pas pourquoi. Je veux dire, on est la plus grosse ville du comté de Portneuf, puis on est la seule qui n'a pas de femmes. Je suis assuré d'avoir au moins 2 femmes au prochain conseil municipal. Je les connais, ils m'ont contacté pour savoir, là, ou ils ont contacté du monde à la ville pour savoir comment ça fonctionne. C'est normal. Et ça va être 2 femmes extraordinaires qui devraient présenter leur candidature bientôt. Puis donc, de ce que je comprends de votre discours, vous allez vous représenter là, moi, je me représente. Probablement, puis je le dis tout de suite, ça va être probablement un dernier mandat à l'âge que j'ai. Puis je pense, j'ai dans ma conviction aussi que un maire qui fait carrière, je crois pas ça. Un maire qui fait carrière, après 10 ans, là, comme Daniel Dion a donné 10 années de son temps. Okay? Il a mené une ville, quand Daniel est parti, il y avait une ville bien structurée qui était financièrement à la bonne place. Okay? Après 10 ans, tu vas t'en donner. Les mandats, 4 ans, je trouve ça un peu court. Ça fait déjà 4 ans que je suis là. Ouais. Et il manque de temps. Là. Moi, je pense que ça devrait être des mandats de 5 ans, mais après 2 mandats, c'est kick out. L'entrevue complète d'une 30aine de minutes avec Claude Duplain est d'ores et déjà disponible sur notre plateforme YouTube et sera diffusée en entièreté la semaine prochaine selon la case horaire Jean d'ici sur le canal CJSR. La première diffusion est donc prévue à 21h lundi 15 septembre. Le premier ministre du Québec a procédé à un remaniement ministériel ce mercredi. 13 ministres ont vécu des changements de fonction et 5 sont des recrues. Eh bien, nous avons parlé avec Vincent Caron pour connaître son opinion avec ce remaniement ministériel. Nous sommes présentement jeudi 11 septembre. Hier, le 10 mercredi, c'était le remaniement ministériel du gouvernement de la CAQ, François Legault, qui a annoncé les nouveaux ministres. Pour en parler, nous avons avec nous M. Caron. Bonjour, M. Caron. Bonjour, Danick.
Monsieur Caron, comment vous avez accueilli la nouvelle là, de ce changement ministériel là, au sein de votre gouvernement? Ben, je l'accueille favorablement parce qu'elle est, selon ce que le Premier ministre annonce, elle est synonyme de changement et donc j'ai bien hâte de voir comment ça va s'opérer concrètement dans Portneuf parce que moi, ce qui m'importe avant tout, c'est Portneuf. Et puis, c'est sûr que depuis hier, il y a beaucoup de gens qui communiquent avec moi et qui me demandent si je ne suis pas déçu de ne pas être ministre. Puis, très franchement, non. Je considère que dans l'état actuel des choses, je suis bien mieux d'être assis sur le fauteuil de représentant de Portneuf que sur le fauteuil d'un ministère parce que mon rôle, c'est vraiment de représenter les gens de Portneuf. Donc, bien heureux de cette nouvelle composition du Conseil des ministres, mais très hâte de voir quelles vont être les répercussions, les choses tangibles qu'on va avoir ici dans Portneuf, parce que je trouve que depuis quelques années, vraiment, on perd quelques pans. Si je parle du CIUS de la capitale nationale, par exemple, je trouve que le service aux citoyens est amoindri. On a des personnes clés qui quittent curieusement le CIUS de la capitale nationale alors que c'était des personnes qui étaient des personnes ressources dont on avait réellement besoin ici dans Portneuf et qui étaient le trait d'union entre le citoyen, entre les organisations locales et le CIUS. Je sais aussi qu'il y aura peut-être des mouvements à l'hôpital régional de Portneuf. Donc tout ça, ça m'inquiète. Et puis le message que le Premier ministre envoie avec la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, c'est-à-dire essayer de venir réduire cette lourdeur bureaucratique, ben, j'espère bien que ça va avoir des impacts chez nous. Les exemples que vous avez donnés, M. Caron, touchent surtout le milieu de la santé. Par contre, il n'y a pas eu de changement au niveau des personnes qui s'occupent de la santé. Donc, est-ce que c'est des changements qui auraient été espérés? Comment vous voyez ça? Non, je pense que Christian Dubé est l'homme de la situation à la santé. En revanche, on a un ministre responsable de la capitale nationale qui vient de changer, qui s'appelle Jean-François Simard, qui est le député de Montmorency. Alors, moi, j'entretenais d'excellents rapports avec le précédent ministre responsable de la capitale nationale, qui était, lui, ministre de Charlesbourg. En revanche, avec Montmorency, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Donc, je sais que le ministre actuel, le nouveau ministre, connaît des enjeux que je connais. J'ai ce matin pris mon téléphone pour parler au nouveau ministre et pour lui demander une rencontre très prochaine du caucus de la capitale nationale, c'est-à-dire l'ensemble des députés du gouvernement de la capitale nationale, pour nommer des enjeux aux CIUS de la capitale nationale, parce que vraiment, je trouve qu'on marche sur la tête, mais il y a d'autres enjeux que je veux adresser aussi. Par exemple, je suis sans cesse informé qu'au niveau de la DPJ, il y a un dysfonctionnement. Il faut parfois que nos intervenants ici dans Portneuf signalent 6, 7, 8, 9, 10 fois un même cas avant que la DPJ capitale nationale ne daigne ouvrir l'œil sur Portneuf. Donc vraiment, moi, je suis heureux de ce changement, mais j'espère que l'ensemble des ministres sont déjà au travail parce que moi, j'ai des enjeux à leur présenter. Et puis, j'entends ce que la population me dit, j'entends ce que la population ressent. Des fois, je suis exaspéré qu'un citoyen doive appeler à mon bureau ou une citoyenne pour avoir un lit médicalisé à la maison alors que son conjoint est mourant, elle veut le garder à la maison, lui veut passer la fin de sa vie à la maison, mais les gens sont obligés, imaginez-vous, d'appeler le bureau du député pour obtenir un service comme celui-là. Donc moi, j'ai bien hâte que tout ça change. Alors c'est sûr que ce n'est pas Christian Dubé qui change ça, mais tous ensemble, en frappant à la porte du nouveau ministre responsable de la capitale nationale, je m'attends à obtenir un appui incontestable pour essayer de changer les choses. Et M. Caron, au niveau des changements qui ont été annoncés, vous avez parlé de M. Simard, qui est le nouveau responsable de la capitale nationale, mais des ministres qui changent comme ça dans votre travail de député avec des dossiers en cours, est-ce que ça peut avoir un impact de devoir recommencer à zéro certains travaux qui ont déjà été effectués, ou finalement on est capable de continuer, ou le ministre qui est parti était rendu? Ben, j'espère qu'en termes d'efficacité, le ministre qui est parti a laissé les dossiers en place et puis qu'on ne va pas repartir à zéro. Je peux prendre quelques exemples. Le dossier de la ZEC,
vous savez, ce conflit, ZEC, motoneige, etc., qu'on veut absolument régler. Ben, j'espère qu'on ne repart pas à zéro avec le nouveau ministre qui entre en place. Un autre dossier qui touche aussi le ministère de l'Environnement. Vous savez qu'il y a un projet qui me tient à cœur, par exemple à Donnacona. Le gouvernement est propriétaire d'un terrain qui a été contaminé, mais qui est propriété du gouvernement. On travaille avec la ville de Donnacona depuis de nombreuses années pour que ce terrain puisse être rétrocédé à la ville. Ben, j'espère là encore qu'on ne va pas repartir de zéro. Donc vraiment, je m'attends à une belle collaboration. Je m'entends bien avec tous les ministres, là, mais j'espère que justement cette passation des dossiers se fera bien pour atteindre une efficacité qui soit la plus optimale. Donc, vous accueillez donc ces changements, mais évidemment avec des souhaits pour, comme vous venez de le dire, là, un peu plus d'efficacité là, pour la dernière année de votre mandat. Bien, ce sont des souhaits, plus que des souhaits. Maintenant, j'ai envie que ce soit des vœux qui soient exaucés, plus d'efficacité. C'est sûr que ce n'est pas facile à dire. Je sais que la majorité des fonctionnaires sont des gens très compétents, mais il y a aussi des gens qui ne le sont pas. Donc, le Premier ministre a confié une nouvelle responsabilité à Mme Duranceau. J'espère qu'elle pourra aller jusqu'à revoir exactement le modèle sur lequel on est assis aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la compétence, mais qui restent en service et qui ralentissent tout simplement le bon fonctionnement des choses. Donc, moi, je suis chargé de plein d'espérances, mais que la population soit certaine. Je vais demeurer le chien de garde de Portneuf. Oui, ma famille politique, c'est la CAQ, mais mon parti, c'est Portneuf avant tout. Donc, je vais défendre les dossiers. Il y en a énormément. Je vous dis, l'accès aux médecins de famille, etc. J'entends trop de gens appeler encore au bureau pour se plaindre de ça. Donc, les choses ont avancé, les choses ont progressé. C'est sûr que l'immigration est venue changer un petit peu les choses aussi, mais c'est pas vrai que tout est de la faute de l'immigration. Puis à propos de l'immigration, moi qui suis un immigré d'origine, là, je sais très bien ce que vivent ceux qui décident de transporter leurs valises, de s'installer ici, des gens à qui on a fait plein de promesses et qui subitement se font dire bah, écoute, il va falloir que tu revoies tes plans. Je trouve que notre approche n'est pas toujours la bonne, donc je suis agacé par ça aussi. Donc on va travailler. Moi, je continue d'accompagner ces gens-là à mon bureau de circonscription, mais quand on parle d'immigration, l'immigration, ça apporte aussi de bonnes choses. Là, on a toutes nos PME qui sont en recherche de travailleurs spécialisés comme des soudeurs. Moi, depuis que je suis arrivé au Québec, il y a 30 ans maintenant, on cherchait déjà des soudeurs. Aujourd'hui, on a d'excellents soudeurs qui ont rejoint des entreprises, notamment de Donnacona, qu'on veut absolument garder ici, mais c'est tellement compliqué qu'on va peut-être devoir retourner ces gens là-bas. Donc moi aussi, je vais adresser des demandes encore plus empressées, des demandes que j'ai déjà adressées au ministre de l'Immigration, mais j'espère que les choses vont changer parce que là, il est vraiment minuit moins le quart, et puis il nous reste quelques mois pour démontrer que cette efficacité, on est capable de l'atteindre. Mais comptez sur moi, encore une fois, pour être le chien de garde de Portneuf. Vincent Caron, député de Portneuf, merci d'avoir été des nôtres en studio. Merci beaucoup. Merci. Ce samedi 6 septembre, à Saint-Léonard de Portneuf, plus d'une vingtaine de volontaires ont travaillé à préparer les sentiers de ski de fond dans le cadre du programme Action Alcoa. Les personnes impliquées ont dû procéder à l'élagage de branches, à la réparation de ponceaux et à l'élargissement de sentiers. Le programme permet de verser une somme d'argent importante d'environ 3 000 $ aux organismes reconnus lorsqu'un minimum de 8 employés d'Alcoa acceptent de consacrer bénévolement au moins 4 heures de leur temps dans une journée au profit de l'organisme ou de l'œuvre. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec les instigateurs du projet et le directeur de l'usine de Deschambault ce samedi. On est maintenant à Saint-Léonard. On parle programme Action Alcoa qui touche le ski de fond. J'ai avec moi 3 personnes. Guillaume Plamondon, instigateur du projet. Bonjour. Également, M. Pascal Rochette, directeur de l'usine Alcoa. Bonjour. Et co-instigateur également du projet, M. Benoît Moisan. Bonjour. Bonjour. Alors, programme Action Alcoa, c'est quelque chose qu'on connaît de plus en plus à Portneuf. Ça touche plusieurs événements, plusieurs initiatives. Je donnerai la parole à Pascal Rochette pour parler un peu de l'initiative et de ce qui a été apporté ici là, pour les gens à Saint-Léonard.
Bien, des programmes actions, on en fait une quinzaine par année. On s'implique dans la communauté. Puis ici, à Saint-Léonard, bien, cette année, bien, Guillaume a décidé de s'impliquer à titre de leader là, avec l'aide de Benoît. Puis ce qu'on venait faire, bien, c'est donner un coup de main pour remettre en état les sentiers de ski de fond, faire un nouveau ponceau aussi, pour permettre à la motoneige de passer plus facilement là, dans les sentiers cet hiver. Fait que c'est vraiment grâce à leur travail là, que tout ça a pu prendre forme. Puis il y a à peu près 11 personnes d'Alcoa, des bénévoles qui ont donné leur temps ce matin, sur un total d'à peu près 35 personnes qui sont venues. Vraiment un beau programme d'action ce matin à Saint-Léonard. Donc, Benoît, la mobilisation qu'on voit ici, c'est des gens de Saint-Léonard, des gens d'Alcoa, un peu des deux? Oui, en plein ça. La population a bien répondu. Les personnes là, qui étaient impliquées, n'importe, là, ce matin, ça a très bien répondu. Puis l'objectif est atteint. On avait des sentiers à ouvrir, l'accessibilité à la neige puisse bien tomber dans la piste. Puis je suis très, très satisfait de la participation des gens. Pour le genre de travaux qui ont été effectués, est-ce qu'on parle d'élagage de branches, de choses comme ça, réparation? Oui, aujourd'hui, on a fait débroussaillage, élagage de branches. On a fait un pont, un beau pont sur une terre de propriétaires terriens. Puis, grosso modo, là, un fond de terrain aussi à réparer. Tout a très bien été. Guillaume, pourquoi c'était important pour vous de vous impliquer là, dans votre communauté? Pour nous, ce qui était important, en fait, c'était pour donner à la communauté, comment je pourrais dire, c'est les sentiers, c'est des territoires privés. Donc, d'autres, ce qui est important, c'est d'être capable d'avoir une accessibilité avec la ville, puis en aide d'Alcoa pour être capable de donner les sentiers, parce que les sentiers, c'est grâce aux bénévoles, sinon, il n'y aura pas de sentiers. Qu'est-ce qui est le fun? C'est le programme Action qui nous aide à réaliser ça. Sans programme Action, il n'y aura pas de sentiers. Pascal, j'ai une question pour ce qui concerne le programme Action Alcoa. Comment vous choisissez vos genres d'initiatives à soutenir, vous, chez Alcoa? La première étape, c'est qu'on fait un appel à tous nos employés. Ils doivent se mettre en contact avec un organisme à but non lucratif qui est dans la région. Puis normalement, au mois de janvier, on reçoit jusqu'à une trentaine de soumissions de projets. Puis après ça, on a une liste de critères. Puis ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'aller partout géographiquement dans la région de Portneuf, puis d'alterner justement pour maximiser notre impact là, dans la grande région. C'est comme ça qu'on fait nos choix. Puis on les finalise avec un comité consultatif communautaire au mois de mars. Fait que c'est des membres de la communauté qui viennent un peu comme donner leur bénédiction sur les choix qu'on fait pour nos programmes d'action. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui? Moi, là, qu'est-ce que je voudrais rajouter, c'est que Alcoa donne un beau 3 000 $ suite à ce programme Action-là. Puis pour des petits centres comme Saint-Léonard ou n'importe, tout sous est important à avoir. Grâce à ce 3 000 $-là, pour moi, là, c'est une mine d'or. Je vais pouvoir engager une pelle mécanique, puis refaire les fonds de terrain, les endroits marécageux. C'est énormément... Vraiment, là, pour moi, c'est un gros cadeau d'avoir ce 3 000 $ pour qu'on puisse encore améliorer de plus les pistes de ski de fond de Saint-Léonard. Vous, M. Moisan, depuis combien de temps vous êtes impliqué au sein du ski de fond ici à Saint-Léonard? Ça fait 7 ans là, que je suis pas mal en charge de faire l'ouverture, de tracer les choses, de faire l'entretien, d'enlever les arbres en début de saison. Ça fait environ 7 ans que je travaille à centre de ski de fond. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été des nôtres. Et merci également à votre équipe là, qui s'est impliquée aujourd'hui dans cette journée. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Toujours à Saint-Léonard, le festival Au Pain a mené sa deuxième édition à bien lors de la fin de semaine des 6 et 7 septembre dernier. Le festival Au Pain se tenant au camp de vacances Lac-Simon est un festival émergent qui vise à bien promouvoir le bien-être, la culture et les activités de plein air. Le festival se veut comme une invitation à ralentir, s'émerveiller, connecter aux autres et à soi-même, le tout dans un environnement naturel et d'exception, on le connaît bien, le camp de vacances du Lac-Simon. J'ai pu discuter avec la cofondatrice Lydie Cornell samedi. Voici l'entrevue. Au retour de la pause, on parle de prévention réalisée par la Sûreté du Québec aux abords de zone scolaire de Portneuf. Ah, merci, madame. Moi, il y a des jours où je vends des arbres. Puis il y a d'autres jours où je me repose entre deux arbres. La conciliation travail-retraite, le meilleur des deux mondes. Puis achalez-moi pas. Mardi matin, 9 septembre, il était possible d'apercevoir des membres de la Sûreté du Québec faire de la prévention aux abords de l'école primaire Grande-Vallée, bâtiment Marguerite-Zioville. Avec la rentrée scolaire qui est encore récente, il est important pour les agents de la paix de sensibiliser les automobilistes aux bonnes pratiques et adopter dans les zones scolaires.
Donc, Arthur Bordelot était sur place, a discuté avec la préventionniste Jessica Ouellette. Voici un extrait. Bien, en fait, tout le mois de septembre, on fait de la prévention au niveau des zones scolaires, des autobus scolaires également. Et là, aujourd'hui, on a une opération en fait nationale concertée avec tous les autres corps de police municipaux. Puis on fait de la prévention au niveau des écoles, là, au niveau des brigadiers, les choses que les automobilistes qui vont vite. Puis tout, en fait, les règles de sécurité là, au niveau des écoles. Puis nous, de notre côté, on fait de la prévention, puis on donne des petits constats positifs aux automobilistes qui respectent les règles, soit de ralentir au niveau des zones scolaires, s'immobiliser en avant des passages pour piétons. On a souvent des citoyens qui se plaignent au poste de police. Donc, c'est important d'être présent, puis, tu sais, des accidents, ça peut arriver, fait qu'on veut pas que ça arrive. Fait que plus on va être présent, plus on fait de la prévention, de la sensibilisation, bien moins on va avoir de tragédies. À Saint-Marc-des-Carrières, lors de la réunion du conseil municipal du 9 septembre, le maire Marion Leclerc a donné un discours visant à faire le bilan des actions de son administration depuis les 4 dernières années en vue des élections municipales d'entrée de jeu. M. Leclerc a confirmé qu'il ne se représentait pas comme maire de la municipalité. CJSR a fait un court montage concernant des extraits du discours du maire lors de son bilan. En 2021, il faut se rappeler que nous étions toujours dans la phase terminale pandémique de la COVID-19. Nous avons quand même concentré nos efforts sur le transport et l'hygiène du milieu. Nous avons dû installer un certain nombre de compteurs d'eau pour mieux gérer notre consommation et lancer une campagne de pose de compteurs dans le cadre de la stratégie gouvernementale d'économie d'eau potable qui est toujours d'actualité. L'amélioration des chemins d'accès aux sources d'alimentation en eau potable et la réparation de fuites aux réservoirs ont également été priorisées. En matière des loisirs, culture et vie communautaire, nous avons installé des haut-parleurs pour l'anneau de glace et fabriqué des foyers extérieurs pour encourager les activités plein air. Nous avons également obtenu des subventions importantes pour des projets comme le Pump Track et prolonger l'accès à l'aréna malgré les restrictions pandémiques. L'année 2022 a vu des avancées significatives dans la protection et la sécurité incendie avec l'acquisition d'un camion échelle et l'amélioration de la formation du personnel. Nous avons également embauché de nouveaux employés, de nouveaux pompiers pour renforcer notre équipe. Le soutien aux organismes communautaires a été renforcé et nous avons maintenu des événements importants comme l'exposition agricole et la fête des voisins. En 2023, nous avons continué à améliorer la sécurité incendie avec l'acquisition d'équipements de sauvetage nautique par l'entremise de la municipalité de Saint-Alban et la formation de ses équipes. Une nouvelle orientation a été effectuée en loisirs et culture par l'embauche d'un coordonnateur en sport et un coordonnateur culturel et communautaire, prouvant ainsi l'importance des loisirs dans notre belle ville. L'ouverture du local des jeunes et la consolidation des spectacles à la salle Claudia Hébéchère ont marqué notre engagement envers la jeunesse et la culture. Nous avons finalisé les rénovations de l'hôtel de ville, automatisé le système d'eau potable et la réouverture de la maison des jeunes sous une nouvelle image appelée le chalet. Et que dire de la construction d'un gymnase double par le centre de services scolaires de Portneuf. Enfin, nous finaliserons ce que je considère le plus grand défi de ce conseil, celui de protéger nos sources d'eau potable, essentielles à notre communauté. Malgré les efforts répétés et demandes d'aide, sans soutien, nous avons dû prendre l'argent du programme TEC, programme financier gouvernemental de la taxe sur l'essence Canada-Québec, destiné à d'autres fins pour ne pas emprunter. Je tiens à ressouligner l'inefficacité du gouvernement actuel dans ce dossier crucial qui n'a pas su nous aider à trouver d'autres sources potentielles de financement de l'eau potable. En résumé, ces 4 années ont été marquées par des dossiers souvent difficiles, mais qui se sont soldés par des réalisations concrètes visant à améliorer la qualité de vie des gens de Saint-Marc-des-Carrières.
Chaque projet a été mené au mieux de nos connaissances, reflétant notre dévouement à servir notre communauté. Nous avons su nous adapter aux changements de priorité et aux défis imprévus, tout en maintenant notre cap vers le développement durable et le bien-être de nos citoyens. Samedi dernier, 6 septembre, Accès Travail Portneuf tenait son épluchette de blé d'Inde interculturel à Saint-Basile. Arthur Bordelot était sur place. C'est au Centre nature de Saint-Basile qu'a eu lieu cette 6e édition de l'épluchette de blé d'Inde interculturel. L'événement organisé par Accès Travail Portneuf s'est déroulé samedi dernier et a pour but principal de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Les personnes qui viennent travailler au Québec ne sont pas seulement là pour travailler, mais aussi pour habiter à long terme. Donc, de faire des activités avec la communauté, ça aide vraiment à développer un lien d'appartenance avec la région. L'épluchette de blé d'Inde, c'est très québécois. Donc, moi, en travaillant chez Accès Travail Portneuf, on a des gens de tous les horizons, de différents pays. Donc, c'est vraiment un événement qui permet de découvrir la culture d'ici, mais aussi de rencontrer la communauté d'accueil. C'est comme casser cette bulle, de sortir la bulle de certains restes. Puis même, il y a certains Québécois qui participent à ça. Ça a permis de s'ouvrir à d'autres cultures, de découvrir le monde. Donc, c'est une bonne initiative. J'aimerais bien avoir plus de connaissances et découvrir d'autres mondes, découvrir d'autres cultures. Mais aussi, c'est bien de parler de notre culture, de recevoir aussi les avis de ce qu'il aime, ce qu'il aime moins, et puis aussi parler un peu de tout, de la culture, de la nourriture du pays, par exemple, les traditions et tout. Durant l'épluchette, il y a entre autres manger du blé d'Inde, mais il y a aussi des activités de jeux gonflables pour les tout petits. Il y a aussi des jeux qu'on va faire pour unir les gens. Donc, ils sont invités à venir faire des petites activités pour créer des liens entre eux. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est la première fois que je viens pour l'épluchette blé d'Inde. Ce que moi j'ai remarqué aussi, c'est la façon de cuisiner le blé d'Inde. En fait, moi je suis de Madagascar, donc c'est un pays de l'Afrique qui est quand même très loin d'ici, du Canada. Mais nous aussi, ça existe chez nous, les maïs. On appelle plus le maïs que le blé d'Inde. Donc déjà le nom, c'est la différence, mais ça donne la même chose. Mais nous, on fait ça avec du lait de coco. C'est ça, oui, on prend le maïs avec du lait de coco. Ça, c'est une autre chose que moi, j'aimerais bien partager. Peut-être une autre occasion l'année prochaine pour dire comment on peut préparer le maïs avec du lait de coco. Accès Travail Portneuf organise des activités avec différents partenaires, que ce soit pour le mois de l'histoire des Noirs avec des contes thématiques, que ce soit aussi des cafés du monde pour découvrir, exemple, le Cameroun ou la Tunisie. Donc, on a vraiment différentes activités tout au long de l'année. Accès Travail Portneuf propose aussi une activité pour ce dimanche 14 septembre à Neuville. Cet événement célébrera l'indépendance du Guatemala et du Mexique. Marche au flambeau, cérémonie des drapeaux, animation musicale et activités sportives seront au rendez-vous. On se dirige maintenant dans l'ouest de Portneuf. J'ai été un peu plus tôt à Deschambault-Grondines cette semaine dans le but de parler du parc industriel Thérèse Sauvageau, en fait le parc éco-industriel. Un conseiller scientifique en chef s'est joint aux efforts de l'équipe en place au début de l'été. Le parc de Deschambault, qui abrite évidemment l'usine d'aluminium Alcoa, s'est donné par le passé une vocation d'économie circulaire, de développement durable et d'exploitation des énergies renouvelables. J'ai discuté avec la responsable du parc, Kim Cornelissen, et le conseiller scientifique en chef, Younes Bareha. Voici l'entrevue complète.
Ici Danick Julien, journaliste, présentement devant l'hôtel de ville de Deschambault-Grondines. On va parler, entre autres, du parc éco-industriel Thérèse Sauvageau et j'ai avec moi Kim Cornelissen, la responsable du parc. Bonjour. Bonjour. Également, Younes Barréa, conseiller scientifique en chef de la municipalité. Bonjour, Younes. Bonjour, Danick. Donc, on parle du parc éco-industriel Thérèse Sauvageau qui veut travailler sur le développement durable, les énergies renouvelables. Donc, une vocation un peu modifiée. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, Kim? Bien, en fait, c'est que le parc éco-industriel, pour ceux qui le connaissent, il est en pleine forêt. Il y a vraiment beaucoup de biodiversité, tout ça. Fait qu'on a vraiment repensé le positionnement du parc pour accueillir des entreprises qui veulent travailler en développement durable et souvent qui en ont besoin parce que les consommateurs, consommatrices, les fournisseurs, les clients sont de plus en plus non seulement intéressés au développement durable, mais c'est ça qu'ils veulent. C'est une coche au-dessus, si on peut dire. Là. OK, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les entrepreneurs qui sont intéressés avec ce type d'énergie renouvelable choisissent finalement le parc éco-industriel Thérèse Sauvageau? Une des choses qu'on fait, c'est de la prospection. Fait que c'est un mélange des deux. Il y a des entreprises qui veulent s'installer dans le parc. Je vous dirais, il y a beaucoup le fait qu'on a plus d'espace pour le moyen grand gabarit. Nous, on commence à 3 hectares et plus, sauf exception. Puis, ils viennent voir le parc et là, il y en a que c'est pas fait pour ça. Puis, à ce moment-là, comme on a 5 parcs dans la MRC, je les recommande ailleurs dans d'autres parcs, dont, par exemple, à Saint-Raymond. C'est un exemple. Mais les autres, c'est qu'ils ont déjà souvent des chartes de développement durable. Je pense à l'usine de biométhanisation qui a littéralement une charte qui va dans ce sens-là. Parce qu'une fois qu'ils sont là, on veut travailler avec eux autres pour s'assurer que c'est l'impact le moindre, puis qu'ensemble, en même temps, il y a une espèce de synergie entre les deux. D'où l'importance d'un conseiller scientifique en chef qui m'aide dans tout ça, puis qui nous aide dans tout ça. Là. Et justement, Younes, quel est votre rôle en tant que conseiller scientifique en chef de la municipalité de Deschambault-Grondines par rapport au parc éco-industriel Thérèse Sauvageau? Alors, moi, mon rôle sur ce mandat que j'ai de conseiller scientifique en chef à Deschambault-Grondines, c'est vraiment de mobiliser et de transférer la connaissance qu'il peut y avoir autour des sujets de développement durable, d'économie circulaire, de planification aussi, planification de sites industriels, planification urbanisme, de mobiliser tout ça, de mobiliser un réseau, aussi de mobiliser des connaissances, notamment en biométhanisation où j'en ai fait ma spécialité. Et c'est de transférer tout ça à la municipalité pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Donc le but du jeu, c'est vraiment de fournir des avis. Ce n'est pas de prendre des décisions. Et ces avis, ça sera à la municipalité de les prendre en considération ou non en fonction de la décision qu'ils ont à prendre. Qui reçoit ces avis-là? Est-ce que c'est vous, Kim? Est-ce que c'est le conseil municipal? Comment ça fonctionne? En fait, ça a l'air d'être très officiel, là, mais c'est plus qu'on réfléchit beaucoup ensemble. Puis il y a même maintenant une équipe multisectorielle de plusieurs personnes. Younes pourra en parler. On travaille ensemble les idées. Puis on regarde qu'est-ce qui est possible. Puis ça fait que moi, j'ai beaucoup moins de travail à faire parce que toute une partie de la tâche de recherche, que c'est eux qui la font. Mais en plus, c'est que ça amène la légitimité de dire, c'est pas juste une histoire en l'air, là, voici, ça se tient sur quelque chose. Puis en passant, au Québec, il y a très, très, très peu de parcs industriels qui sont planifiés. Souvent, on va vendre à qui veut venir et tout ça, tandis que celui-là, on essaye vraiment de le planifier parce que si on ne fait pas ça, tu vas avoir de la coupe d'arbres, tu vas avoir du dynamitage, tu vas avoir tu vas perdre le grand atout. Puis à ce moment-là, c'est pas intéressant parce qu'on n'a pas de terrain plat. Comme, si on prend encore une fois l'exemple de Saint-Raymond, ils ont des terrains plats prêts à construire. C'est pas notre réalité du tout. Alors, il faut le faire autrement, donc il faut le planifier. Est-ce que les entreprises qui se sont annoncées vont venir? On verra. Mais si on ne planifie pas du tout, ça n'a pas de bon sens non plus. Fait que c'est comme un modèle très différent de Saint-Raymond, complémentaire, différent de Saint-Marc, de Port-Neuf aussi ou de Donnacona. Là, tu sais, Donnacona, c'est une autre réalité complètement aussi. Fait que lui, je le sors souvent de sa zone de confort parce qu'on sort des pures données. Il y a beaucoup de réflexion là-dedans sur la rentabilité, sur qu'est-ce qu'on veut faire avec, sur comment on le promeut, comment on va chercher les entreprises. Fait que, il est en fait... moi, je suis très, très contente qu'on ait cette entente-là parce que ça permet de brasser beaucoup d'idées, d'arriver avec des solutions, puis après ça, de les présenter au conseil. Parce que c'est le conseil qui décide, hein? On s'entend? C'est eux autres qui prennent les décisions, c'est...
Younes, il n'y a pas beaucoup de conseillers scientifiques en chef dans des municipalités dites de région. Si je m'abuse, je crois que vous êtes un peu le seul au Québec. Est-ce que cette réalité-là a de l'impact dans votre travail parce qu'il y a plus ou moins de référents concernant ce que vous avez à observer? C'est une réalité qu'on ait très peu de conseillers scientifiques en chef pour des petites municipalités, en ruralité notamment. Donc c'est à la fois une première, quelque chose d'assez rare, mais qui permet aussi d'attirer beaucoup plus d'intérêt de la part de mes pairs, où ils se prennent d'intérêt pour cette réalité, où ça leur permet aussi de sortir leur recherche d'un cadre métropolitain, on va dire, parce que si on regarde beaucoup des scientifiques en chef qui ont été nommés, on va en retrouver beaucoup à côté de Montréal, à Québec, à côté de Québec ou dans des grandes villes. Grandes villes, j'entends plus de 10 000 habitants. Et c'est sûr que ça rajoute quelque chose d'intéressant pour ces recherches, où il y a beaucoup de recherches qui est faite en ruralité, mais maintenant il faut les sortir de ces centres urbains pour essayer de les ramener au plus proche du terrain. Et c'est vraiment ce qui fait le mandat d'un scientifique en chef, c'est d'essayer de rapprocher toutes ces connaissances au niveau du terrain, de les amener sur le terrain. Donc cette spécificité-là, pour moi, je la trouve très importante, parce qu'on se rend compte aussi que ce n'est pas les mêmes moyens qui sont déployés au niveau des petites municipalités versus des métropoles, qu'il faut réussir à jongler avec plusieurs disciplines, qu'une personne peut avoir plusieurs casquettes, donc on se retrouve à avoir, et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut se retrouver à pouvoir parler de plusieurs sujets directement avec 1 à 2 personnes sans passer par toute une chaîne de personnes. Donc ça, c'est une réalité que je vis. Je ne sais pas comment ça se passe pour les grandes métropoles. Et comme Kim le disait, faut être assez agile aussi. Et donc là, j'ai vraiment l'impression que ce côté agile où on sort un peu, où on s'assoit plus facilement ensemble pour réfléchir à certaines questions, pour réussir à bien formuler la problématique, pour pouvoir avoir des avis scientifiques qui soient les plus précis possibles. Ça, c'est une des choses que j'apprécie grandement dans ce contexte de petite municipalité. Je pense qu'il faut rappeler qu'au Québec, là, il y a 80 des municipalités, il y a à peu près 1100 municipalités, il y en a 80 qui sont en bas de 5000 personnes. Puis tu en as une bonne gang, je pense que c'est au-dessus de 50 qui sont moins de 2000. Fait que, tu sais, dans le fond, qui se développe cette fonction-là, ça va aider tout le monde. Puis l'entente, en passant, c'est un conseiller scientifique externe, donc il n'y a pas de frais pour la municipalité. Fait que c'est intéressant. Puis si ça existait, tu sais, s'il y en avait en Gaspésie, s'il y en avait un peu partout, ça serait génial parce qu'on verrait vraiment plus comment la ruralité doit se débrouiller. Puis c'est une richesse incroyable d'en avoir un conseiller scientifique en chef. Là. Ça, c'est littéralement, je crois, une idée du conseiller scientifique en chef du Québec qui voulait rapprocher les deux. Et je peux vous assurer que c'est pas les mêmes mondes. Fait que c'est vraiment, vraiment drôle de... Moi, j'ai la chance de collaborer avec Younes, mais de collaborer aussi avec le groupe de recherche. C'est fascinant de voir comment on arrive à trouver des solutions ensemble. Parce que sinon, la recherche, c'est génial, mais il faut que ça tombe sur le plancher des vaches. Ouais. Puis, il y a tout quoi de mieux que le rural pour avoir le plancher des vaches, n'est-ce pas? Je t'aimerais peut-être cette entrevue-là parce que, bon, une des choses que les gens de Portneuf connaissent de votre parc, c'est qu'il y a l'usine d'Alcoa ici. Elle est où la place de l'usine dans votre projet, dans vos développements? Où est-ce qu'on la retrouve? En fait, c'est ce qu'on appelle une partie prenante, c'est-à-dire c'est un partenaire, on travaille avec eux autres. Si on peut finir par trouver une serre industrielle, on va commencer à s'embarquer dans la question du réseau de chaleur, où là, Alcoa, c'est littéralement la chaleur d'Alcoa. On a beaucoup de relations avec eux autres de façon générale. C'est quand même une entreprise. Tu sais, tu as par exemple Prométal, tu en as d'autres qui sont là, qui sont bien sûr les bienvenus s'ils veulent s'embarquer un peu plus, puis tu as aussi celles qui s'en viennent. Mais c'est sûr que celles qui s'en viennent, tant qu'ils n'ont pas signé comme quoi ils achetaient le terrain, bien, on est là pour les soutenir. Mais on a déjà de la collaboration avec eux autres, mais ça va être vraiment intéressant une fois qu'ils vont être dans le parc. Parce que la dernière chose, puis ça, c'est vraiment important, dans le monde industriel, il y a un quotidien qui est très lourd et il y a beaucoup de ce qu'on appelle des cas de feu. Fait que c'est dur. C'est pas que les gens veulent pas du tout, mais il faut vraiment comme réussir à s'intégrer dans leur quotidien puis réussir à trouver des angles dont ils ont besoin, là, ou auxquels ils aspirent.
Et, entre autres, la promotion du parc au complet. Bien, quand on fait la promotion du parc au complet, on fait la promotion d'Alcoa, on fait la promotion de Prométal, la zone construction, tu sais. Fait que là, il y a de la collaboration, mais tout est à faire. Puis personnellement, je pense que Younes, c'est pareil, c'est ça qui est le fun. Parce qu'on peut vraiment se permettre d'innover dans un milieu qui en a quand même besoin. J'avais dit que c'était la dernière question, mais vous m'avez fait penser à une autre. Parce que les gens qui nous écoutent à la maison ne savent peut-être pas c'est quoi une serre industrielle et pourquoi c'est important pour vous d'en trouver une. OK, c'est juste parce que dans le parc industriel, on a un terrain d'à peu près 6 à 8 hectares sur lequel on pourrait mettre une serre qui ressemble par exemple à celle de Genvay à Portneuf. Et en ayant des serres ont besoin de beaucoup d'énergie. Et Alcoa a trop de chaleur, fait qu'on pourra acheminer un réseau de chaleur. Puis une serre industrielle, les gens le connaissent, c'est par exemple Gourmand avec les fines herbes, c'est Savoura avec les tomates, c'est Genvay avec les laitues. Il commence à en avoir beaucoup au Québec. Et ce qui est intéressant de ce terrain-là, c'est qu'il n'est pas en zone agricole, parce que la nouvelle loi dit que plus de 2 hectares pour une serre, à ce moment-là, il faut passer par la Commission de protection du territoire agricole, alors que là, on a les attributs agricoles sans être dans le territoire agricole. Fait que je ne sais pas si c'est unique au Québec, mais Dieu sait qu'il n'y en a pas partout. Puis c'est le long de l'autoroute, fait que ça serait particulièrement intéressant. Puis ça rejoint la fonction agricole de la MRC qui est quand même assez forte, là. On est en ruralité. Eh bien, Younes Barea, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Merci de vous être déplacés. Et puis... Kim Cornelissen, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, Danick. On parle maintenant du mini-pot inclusif de Saint-Alban qui a été lancé à la fin du mois d'août. Depuis son ouverture, l'infrastructure est très achalandée. Voici mon entrevue. Ici Danick Julien, nous sommes présentement à Saint-Alban dans le nouveau mini-pot inclusif de la municipalité. J'ai avec moi Stéphanie Coallier, coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire à Saint-Alban. Bonjour. Bonjour. Également le maire de Saint-Alban, Denis Lépine. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bien, merci. Alors, on est présentement ici pour parler de ce mini-pot qui a été inauguré le 23 août dernier, mini-pot inclusif. Ce projet-là, quand même, un projet qui a été de longue haleine, je crois, 6 ans là, en préparation, plus ou moins. Stéphanie, pouvez-vous nous parler là, de toute l'élaboration du mini-pot qu'on voit ici? Bien, dans le fond, ça a commencé avec une demande de la FADOC qui voulait qu'on prenne un peu les devants concernant l'utilisation du mini-pot. Avant, il était situé à côté de l'église, plus loin dans le village. Puis là, dans le fond, le but, c'était de centraliser les loisirs au même endroit. Donc, là-dessus, un coup que la demande a été faite, bien là, c'était de faire des achats de plans. Ensuite, bien, pour moi, c'était important d'avoir un mini-pot qui était inclusif. On voulait que chaque personne puisse jouer. Le loisir, c'est fait pour tous. Fait qu'on soit en chaise roulante, qu'on soit en marchette, qu'on soit autiste, qu'on ait un trouble quelconque, Parkinson, peu importe. Il fallait que les gens puissent venir jouer puis qu'ils sortent de chez eux. Donc là, en partant de cette idée-là, il fallait revoir le plan du mini-pot. Donc, on a fait appel avec Jacques Laberge de la QLPH qui est venu nous voir et on a revu le plan. Donc, ça a été 3 rencontres pour remanier les plans, pour trouver lesquels qu'on peut adapter ou pas. Ensuite de ça, bien là, c'était de trouver des partenaires financiers, plusieurs demandes de subventions, parce que ça ne se paye pas tout seul, malheureusement, un mini-pot. Puis d'avoir aussi les appuis de tous les organismes qui sont dans la région. Donc, ça a été ça en grande partie le travail. Stéphanie a parlé de la centralisation des loisirs ici à Saint-Alban. Pourquoi c'est important pour votre administration, M. Lépine, là, de centraliser les loisirs là, dans un même endroit? Bien, ça fait plusieurs années qu'on chemine ici, qu'on met de l'argent ici, puis qu'on essaie de concentrer les gens à la même place. Dans l'avenir, on va voir les loisirs vont partir de la rue Sauveur-Poitry puis vont descendre sur la rue de l'autre côté. Les gens qui partent de l'école vont pouvoir y venir en toute sécurité aussi. On a une rue de l'autre côté, puis c'était déjà là. Fait que pourquoi aller ailleurs et disperser nos gens? Puis que si les gens viennent au mini-pot ici, bien, les enfants vont pouvoir aller de l'autre côté aussi. Fait que c'est de régler ça, puis que le personnel, il ne se court pas partout non plus, parce que ça finit à beaucoup d'ouvrages. Mais tu sais, les personnels qui sont là, ils peuvent aller là, on va s'entraider. Puis là, c'est un début. Puis on aime bien le partenariat qu'on a avec la FADOC. Ça va donner un bon coup de pouce. Ils vont venir nous aider, ils vont faire du bénévolat. Puis tout ce qui est ici présentement, ils nous l'ont donné pour qu'on fasse ça. Fait que c'est une réussite d'ensemble, en fin de compte. Mais justement, des collaborations avec la FADOC, j'aimerais ça qu'on en parle un peu parce qu'eux vont être là pour assurer une présence là, lors de l'ouverture du site. Ici, pouvez-vous nous en parler?
Mais dans le fond, avant, l'ancien Minipot était géré par les membres de la FADOC. Ils faisaient du bénévolat là-bas. C'était important pour eux, puis pour nous aussi, qu'ils puissent garder ce bénévolat-là. Ça brise l'isolement, ça leur permet de côtoyer d'autres gens, d'autres jeunes aussi. Donc, l'idée, c'était qu'ils puissent continuer de faire le bénévolat. Donc, les soirs de semaine, quand que le Minipot est ouvert, c'est eux qui sont là pour la distribution des balles, des bâtons, charger les gens. Et la fin de semaine, c'est des employés étudiants qui rentrent en poste. Donc, c'est un partenariat entre les deux, puis on garde leur bonne humeur comme ça. Puis une chose qui est intéressante, c'est que vous avez, 15 trous ici, je pense, pour 18. Puis chacun d'entre eux est commandité par des gens locaux. Pouvez-vous nous parler un peu de ces partenariats-là qui aident justement à la réalisation du projet? Mais dans le fond, pour aider à financer ce projet-là, on s'était dit que c'était une bonne idée de commanditer un trou. Donc, on invitait les gens à donner plus cher en échange d'avoir un trou à eux, à leur effigie, puis ils pouvaient même l'adapter. Comme on a Extincteur Saint-Marc qui a adapté avec des extincteurs sur le site. On a Autobus Portneuf aussi qui a des bandes avec des autobus scolaires. Vallée qui l'a personnalisé avec ses écritures Vallée aussi. Sinon, ben ça fait que c'était plus facile de rentabiliser le projet du Minipot en ayant des commanditaires comme ça qui s'investissaient. Puis en même temps, ça leur donne une belle visibilité vu qu'on met leur effigie sur les petits panneaux pour écrire les points à chaque trou. On fait une pierre deux coups, dans le fond, désintégrer avec nous à ça parce que le projet dans son ensemble, c'est 120 000 $. On a eu comme 80 000 de subventions demandées à gauche et à droite, plus les trous qui sont là. On a plus que 15 000 qu'on a eu en service aussi. Fait qu'en fin de compte, ça va coûter peut-être une quinzaine de mille dollars à la municipalité pour terminer ça, mais le financement n'est pas tout à fait terminé. Fait que je pense que c'est ça qui est important, on parle d'inclusif sur le terrain, mais que ce soit inclusif dans la société aussi. Fait que c'est ça qui a donné la différence. Puis, justement, vous avez ouvert les portes officiellement le 23 août. Je crois qu'il y a eu quand même une très belle réception là, lors de l'ouverture officielle. Vraiment, là, on a eu tellement de monde qui sont venus jouer dans la fin de semaine qui suivait que par 2 reprises, les animatrices de camp de jour qui travaillent durant la fin de semaine ont dû arrêter les gens, puis il y avait une file pour pouvoir jouer parce qu'il n'y avait plus de bâtons disponibles. C'est rempli. Donc, on est vraiment contents. C'est sûr que quand il pleut, bien, le Minipot n'est pas ouvert. Donc, c'est sûr que on dépend quand même de la météo pour ça. Mais on a été vraiment contents parce que c'était une belle fin de semaine, même 2 belles fins de semaine. En fin de semaine dernière, oui, il a mouillé, mais c'était 1 heure, mais après, c'était ouvert. Donc, vraiment, ça a été un beau début de projet. Puis pour l'ensemble, ici, regarde, on peut tout regrouper les services ensemble qu'on n'avait pas avant. Il y a beaucoup d'activités qui se font depuis que c'était fini là, surtout de 4, 5, 6 par année. Fait qu'on n'avait pas d'endroit permanent pour mettre nos choses. Fait que, encore une fois, une pierre deux coups. Il va être ici le Minipot, puis le devant, ça va être pour les services pour adonner lorsqu'il y a des activités. Fait que c'est important, ça aussi, de regrouper tout ça, dans le fond. Là. Puis vous allez utiliser le site aussi pour faire des événements, je crois, le 27 septembre. On se rappelle, là, en mois de juillet, à Saint-Uribe, il y a eu glissement de terrain, puis une famille qui a été très touchée par ça. Je crois que vous allez faire un événement bénéfice pour, justement, aider cette famille-là. Mais en fin de compte, c'est le Tapis Vert de Saint-Marc qui a initié le projet. Donc, on collabore avec eux autres. On va voir de quelle façon ça va, puis ça nous fait grandement plaisir, encore une fois, de profiter de notre terrain, puis notre voisin aussi qui a eu des problèmes. Fait que ça va faire encore une fois une belle activité pour l'ensemble. On l'élargit à plus large un peu là, que Saint-Albert. Donc pour l'ouest de Portneuf, le terrain qui va être très utile, et même je pense que pour les gens de Portneuf aussi de le découvrir, de venir voir, venir s'amuser, ça vaut la peine. Oui, certainement. Pas juste pour l'Ouest, là, pour partout, puis même en ville. Là, on peut même partir de Québec ou de Trois-Rivières. Ça nous fait plaisir de recevoir les gens. Mais oui, ça va être... En terminant, Stéphanie, est-ce qu'on peut rappeler l'endroit et également les heures d'ouverture pour les gens qui auraient envie de venir justement là, profiter du Minipot inclusif de Saint-Albert? Le Minipot est situé au 4 rue Sauveur-Patrie, donc c'est vraiment le parc du Centre des loisirs. Présentement, jusqu'à la fin septembre, on va être ouvert les mercredis, jeudis, vendredis soirs de 18h à 21h30, sauf s'il pleut. Et jusqu'à la fin octobre, on va être ouvert les samedis, dimanches, lundi de l'Action de grâce également, de 13h à 21h30 aussi. Bien, Stéphanie Coallier, M. Denis Lépine, maire, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette entrevue.
C'est ce qui complète notre bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à nos invités et merci à Arthur Bordelot pour son aide à la technique et pour les reportages. On se laisse d'ailleurs avec les images de son reportage lors de son passage à l'épluchette de blé d'Inde d'Accès Travail Portneuf. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.